Salut Aurélie, salut tout le monde. Salut tout le monde, salut Alexandre. Alors, un grand descriptif de nos stages à venir. On va commencer par décrire les parcours qu'on a traversés tous les deux et commençons par toi. Tu es journaliste, écrivain, chercheur et tu as écrit donc écrit et édité plusieurs livres. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours et nous décrire aussi les livres que tu as édités et publiés? Oui, alors, Écrit. bon, j'ai commencé en presse écrite, hein, je suis journaliste de presse écrite de métier, et je suis entré par la suite dans le monde de l'édition, où j'ai commencé par publier un livre sur le vin en 2009, qui dénonçait, qui décrivait la mondialisation dans le domaine de la vigne et du vin, et qui défendait la viticulture biodynamique et sans sulfite, qui s'appelait le vin français, un chef-d'œuvre en péril, qui a connu un petit succès à l'époque. En 2010, l'année d'après, j'ai publié un essai de philosophie politique, qui était un bilan philosophique sur la fin du monde moderne, qui a été suivi donc 6 ans plus tard, en 2016, par un ouvrage sur les cathares, 700 ans plus tard, qui était une mise à jour de la spiritualité cathare. Un livre qui a bien marché et qui se vend encore pas mal. En 2018, 2 ans après, j'ai publié Apocalypse et Transmutation de l'Occident, qui est un recueil d'articles sur notre fin de cycle, au point de vue historique, au point de vue politique, au point de vue philosophique, mais aussi scientifique et ésotérique. En 2020, j'ai publié un livre sur les Visigoths, dont je ne suis pas l'auteur, mais en tant qu'éditeur, qui est la biographie d'un seigneur wisigoth du Xe siècle, Oliba Cabretta, l'épopée des Visigoths à l'origine du mystère de Rennes-le-Château. Et en 2022, j'ai publié un petit ouvrage illustré, Pierre de foudre et centre spirituel, qui résume sous un angle original, hein, qui résume à minima, on va dire, l'essentiel des enjeux du mystère de Rennes-le-Château et du Mont Bulgarache. Voilà, pour faire très court. Voilà. Est-ce que du coup, tu pourrais toi aussi nous résumer ton parcours dans la thérapie ou voire la spiritualité? Je peux, oui. Tout a commencé par une sensation, je dirais, de malaise, il y a plusieurs années de ça, entre qui j'étais et ce que je faisais. Donc, j'avais vraiment cette sensation de dissonance et donc, je suis allée vivre ce sentiment de malaise sur une terre puissante, qui est l'île de la Réunion. Donc la puissance dans le sens de la vie qu'il y a dessus et tous les éléments qui parcourent cette île. Donc ça, j'ai bien envie d'appuyer là-dessus parce que c'est aussi ce qu'on va aller vivre dans les stages, ce contact avec les éléments et euh, c- c'est ce qui m'a connecté réellement à la spiritualité. Voilà, tout est devenu quelque part une évidence. Et mon parcours, donc, il a été vraiment guidé par cette quête de sens et la recherche aussi d'outils concrets. Et ces outils concrets sont passés par le corps. À l'époque, j'avais lu même ce bouquin de Michel Odoul, Dis-moi où tu vas mal et je te dirai pourquoi. Donc, ça peut paraître être un livre assez simple quand on connaît un peu plus tous ces fonctionnements. Mais c'est une bonne mise en route à Michel Odoul, qui est d'ailleurs enseignant, enfin qui a créé l'école de shiatsu en France, m'a donné envie donc de m'initier au shiatsu et de fil en aiguille, j'ai aussi suivi une formation dans une école de psycho-énergétique qui est formée au tai chi et au massage. Donc j'ai fait la formation de psycho-énergétique de massage et je suis aussi partie en Inde pour me former au yoga. Parce que bon, le yoga plus ou moins toujours fait partie de moi et l'attrait pour l'Inde aussi, hein, a toujours été là. Donc je suis allée dans le nord de l'Inde, à Dharamsala, où j'ai rencontré aussi le Dalai Lama. Là, c'était vraiment pour le Ashtanga, le yoga le plus sollicitant, qui demande vraiment beaucoup de discipline, de structure. Et après, je suis partie donc un mois aussi dans le sud à Kovalam. Et là, c'était pour le Hatha Yoga. Et j'ai continué donc les enseignements en France, notamment par l'enseignement de yoga thérapeutique
qui s'inspire énormément du yoga Iyengar, qui permet vraiment d'aller dans le respect profond du corps et dans son écoute. Et donc on va aller traiter en fait quelque part certaines pathologies du corps et du mental. Enfin, du mental. J'entends pas les maladies psychiques, mais vraiment tout ce qui va être le stress, les angoisses. On peut vraiment aider en fait, accompagner tout ça de manière assez profonde et aussi voilà de renforcer la structure, le corps. Que dire d'autre? Ah oui, après bon, bien sûr, j'ai exploré pas mal aussi de sujets de thérapie concernant la libération émotionnelle, mais qui a été vraiment mon gros coup de cœur et dans lequel je me suis retrouvée, c'est la méthode PIT. PIT, donc en français, ça veut dire activation et transcendance de l'énergie primordiale. Donc ça, c'est une méthode qui permet de dissoudre les charges émotionnelles qui vont être profondément ancrées. Et c'est très très simple en fait dans le fonctionnement et ça permet d'aller directement vers soi. Donc on peut résoudre autant ce que j'appelle voilà des petits dossiers qui vont être une simple colère qui a du mal à passer envers quelqu'un, comme les plus gros traumas, par exemple un viol par exemple, ou alors les deuils. J'ai pas mal accompagné les deuils avec ça, que ça peut être un deuil très ancien qui a 25-30 ans qui a du mal à passer, ou alors quelque chose de beaucoup plus récent, 2 ou 3 ans. Donc c'est une approche holistique avec le travail corporel, l'introspection et l'exploration des dynamiques inconscientes. Donc nos chemins se sont rejoints pour la mise en place de ces stages. Est-ce que tu peux expliquer, au regard de ton parcours, toi, ce qui t'a motivé pour mettre en place ces stages? Donc, tu as commencé à les mettre en place l'année dernière et donc tu poursuis avec une nouvelle dynamique cette année. Oui, alors, disons qu'après avoir passé 8 ans à parcourir le Bulgarache et ses environs un petit peu dans tous les sens, la mise en place d'un stage s'est présentée d'elle-même. Je veux dire, c'était un peu la suite logique. La suite logique et nécessaire de ces années de recherche, de production éditoriale et aussi du coup d'expérimentation de terrain, si j'ose dire, puisque j'ai découvert du coup à cette occasion la dimension énergétique du terrain, là, la dimension tellurique, la qualité tellurique, la qualité vibratoire des lieux, des roches, des eaux, de rivières et leur capacité surtout à engendrer des effets subtils, psychiques et même physiologiques en nous, dans l'individu qui arpente le terrain, qui est au contact du terrain et de ses forces et qui se présente sur les lieux avec les dispositions requises évidemment, c'est-à-dire dans un état de disponibilité ou de réceptivité. Ce qui m'a motivé à mettre en place le stage du coup donc Opération Bulgarache en 2024. Ce fut voilà, tout simplement de faire découvrir et partager aux gens la qualité donc tellurique très très puissante, très élevée de ces endroits que les Cathares et les Celtes avant eux ont utilisés pour leurs rituels, car ce sont des lieux à vocation thérapeutique, c'est-à-dire de soins et de guérison énergétique, et même à vocation initiatique à partir du moment où l'individu a réuni les conditions requises pour recevoir l'influence spirituelle qui le fait entrer dans une nouvelle modalité d'être, une nouvelle dimension de l'existence, qui va donner une ampleur et une intensité inédite à son existence. Donc tout cela est efficace, ça marche. Je l'ai constaté et vérifié moi-même, donc pendant plusieurs années. Et il allait donc de soi de proposer aux gens de venir expérimenter et vivre ça aussi à leur tour. Et alors, et toi, du coup, peux-tu nous dire ce qui t'a motivé à mettre en place ce stage? Je dirais qu'au fil des années, j'ai pu voir combien la connexion au lieu naturel puissant pouvait amplifier les processus de transformation intérieure. Donc, co-organiser le stage, c'était devenu une évidence aussi, car ça réunit donc tout ce que j'aime transmettre: la libération des blocages émotionnels, la conscience corporelle et énergétique. Donc, c'était une occasion d'aller encore plus loin en combinant les pratiques de soins, l'exploration intérieure et la reliance au lieu. Et puis, il y a bien sûr aussi cette complémentarité énergétique entre nos personnalités et aussi nos approches et nos pratiques qui est... moi, c'est exactement ce que j'aurais aimé recevoir moi-même, donc pouvoir le transmettre, c'est simple et évident. Oui. Donc, peux-tu nous dire s'il y a un partage théorique, une transmission théorique de ta part pendant les stages?
Oui, 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 oui. Oui, il y a une transmission théorique, donc ne serait-ce qu'à travers simplement l'histoire et la spiritualité du Qatar, puisque dans ce stage, nous sommes au cœur du qatarisme, au niveau géographique évidemment, mais aussi historique, et donc religieux et spirituel. Puisque les Qatars ont vécu ici, ils y ont fait leur cérémonie, et ils y ont été martyrisés, donc ce qui a laissé une empreinte évidemment sur les lieux. J'aborde aussi, voilà, rapidement l'histoire des Visigoths, puisque là aussi, à titre historique, c'est un peuple méconnu, mais vraiment intéressant. Et c'est eux qui ont fait la jonction ici, aux Corbières, Pyrénées, Occitanie, Catalogne, qui ont fait la jonction entre l'Antiquité et le Moyen Âge, entre la chute de l'Empire romain et on va dire les croisades. Et donc c'est une transition qui est vraiment intéressante à évoquer. Donc du coup voilà, ça me donnera l'occasion de distiller quelques clés, quelques anecdotes, quelques événements qui nous permettront de donner un peu de mettre en perspective du coup ce que nous faisons et de faire un peu de lien entre nos parcours individuels respectifs et les lieux que nous irons parcourir et sur lesquels nous pratiquerons. Voilà. Et tu auras aussi du coup toi un enseignement théorique à partager? Ma partie pour ma part, donc c'est beaucoup plus introspectif. Donc il va vraiment s'agir d'écoute et d'attention, ce qui ne va pas empêcher certaines explications à des moments. Mais c'est plus léger pour ce qui est de la théorie de mon côté. Donc on va aller maintenant plus en détail sur les déroulés des stages qui, donc, comme on l'a dit, sont autant actifs qu'introspectifs. Et tout va commencer par la clarification de l'intention individuelle, ce qui est nécessaire pour permettre les transformations qui vont se faire au fil des jours du stage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors effectivement, le premier matin du premier jour, nous avons un atelier de mise en intention, où chacun et chacune exprime la raison de sa présence, les besoins ou les envies qui sont à satisfaire, les problématiques qu'il y aura à éclaircir et à résoudre, et ainsi de suite. C'est un préalable vraiment nécessaire. C'est très important puisque cela conditionne en fait toute la suite et la réussite de l'expérience. C'est ce qui permet par la suite de recevoir les réponses appropriées, évidemment, les réponses ou les éléments, les indices, les liens, les signes qui nous permettront d'avancer dans la compréhension de notre démarche et de profiter vraiment de tout ce qui sera mis en œuvre pour nous apporter, voilà, encore une fois, un tenter plus de lumière, de conscience, de clarté, de simplicité sur nous-mêmes et sur notre vie, voilà, tout simplement. Mhm. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. J'en pense que je suis entièrement d'accord avec tout ça. Que clarifier l'intention, donc comme on l'a dit, nécessaire pour l'expérience du stage et pour que chacun devienne acteur de son propre stage, de son propre processus, et pour permettre donc de mieux accueillir et tirer l'enseignement profond qui va se dérouler. Oui. Oui, voilà. Et peux-tu nous dire maintenant comment le choix des lieux sur lesquels nous allons nous rendre s'est fait? Non, il se fait de lui-même. Le choix des lieux, c'est vraiment imposé de lui-même. Ce sont des endroits où l'ambiance est vraiment propice à la fois au retour sur soi et à l'ancrage dans les profondeurs, et en même temps aussi il y a une connexion verticale, une rectification. Euh, et ce sont des lieux du coup qui nous permettront d'entrer en contact privilégié, ça c'est un des axes forts de notre stage, en contact privilégié avec les quatre éléments dans la nature autour de nous, mais aussi les quatre éléments à l'intérieur. Et ce qu'ils enclenchent chez nous comme processus, donc l'eau, le feu, la terre et l'air. Et nous commencerons du coup avec l'eau en allant à la source de la Salse, qui est une source salée, qui jaillit à 600 mètres d'altitude sur les contreforts du Bulgarache. Une eau dont la composition minérale est inexpliquée et que nous irons donc boire pour entrer en contact avec la montagne et la mémoire de l'eau spécifique à ces lieux. Il y aura aussi ensuite la cascade des Mathieu sur le Bulgarache où nous irons là pour le coup franchement en communion avec l'eau et en contact direct, puisque nous irons la recevoir sur le sommet du crâne, sur le chakra coronal, lors d'un rituel très puissant de purification qui est un baptême d'eau traditionnel qui s'appelle Takishugyo et qui vient de la tradition des samouraïs, le Shugendo. Il y aura ensuite une caverne immense qui s'appelle la grotte cathédrale, elle est voûtée, elle est très longue, il y a une acoustique exceptionnelle. Donc une grande caverne où nous irons aussi donc nous plonger dans l'obscurité et dans l'ambiance vraiment des origines. Et donc pour nous connecter l'élémentaire.
Et puis il y aura aussi évidemment l'ascension du mont Bugarache, hein, qui est en lui-même un fantastique sanctuaire à lui tout seul. Et nous irons du coup, comme nous serons en altitude, pour aussi connecter l'air et ainsi que l'élément feu à travers les pierres de foudre, puisque nous irons à la découverte des pierres de foudre, qui sont ces pierres spéciales qui ont des formes et des traces, des impacts très particuliers, qui ne peuvent pas s'expliquer naturellement ni par l'action de l'homme, parce que c'est beaucoup trop ancien, et qui donc ont été frappés par un feu qui est appelé la foudre, mais qui n'est pas la foudre des orages naturels, qui est un feu, une force d'origine céleste et cosmique, et qui laisse une empreinte, une influence particulière à la pierre, que nous irons du coup aussi appréhender. Voilà. Tous ces éléments qu'on va retrouver aussi dans juste la pratique yoga aussi, donc par certaines postures, certaines respirations et certains mantras aussi. Et donc à propos du yoga, est-ce que tu peux me dire ce que tu y trouves dans la pratique maintenant que tu le pratiques de manière très assidue? Le yoga, bah, aide à se rendre compte en fait, à se rendre compte de ce qu'est vraiment le corps, en fait, à un niveau de réalité, qui n'est pas possible d'approcher par ailleurs. Je m'aperçois que j'ai un corps, on va dire, mais au-delà de son opacité ou de sa densité physique. Cela aide à aller, cela aide à toucher des limites en fait corporelles, mécaniques, et du coup de découvrir sur quoi reposent ces limites. C'est-à-dire, bon, par exemple, pourquoi la cuisse ou le genou gauche me font mal, ou l'épaule ou la nuque me font mal si j'adopte telle ou telle posture. Et quel effet aussi va produire chez moi le souffle, l'oxygène, quand je respire assez lentement et profondément, mais dans une position improbable que je n'avais encore jamais essayé. Et quand le souffle et l'oxygène arrivent dans une partie du corps qui n'avait quasiment jamais été oxygénée jusque-là, ça engendre vraiment un effet particulier et qui permet là aussi d'avancer un petit peu dans une connaissance inédite du corps. Puisque derrière ce type de blocage ou de tension physique ou articulaire ou musculaire, bien, il y a des nœuds subtils, des nœuds émotionnels, des agrégats psychiques qui sont enquistés et engrammés au niveau cellulaire, hein, au niveau des couches subtiles de la cellule, et qui dès lors vont pouvoir commencer à se libérer. À partir du moment où simplement je les ai éprouvés, ressentis, et en y mettant un peu de conscience et un petit peu de lumière et un petit peu d'oxygène qui véhicule du prana et ainsi de suite, quoi, tu vois. Et sans même d'ailleurs qu'il soit nécessaire de passer par une appréhension mentale de ce problème-là, c'est-à-dire sans chercher à savoir à quel trauma infantile initial renvoie ce blocage actuel en tant que conséquence, et ainsi de suite. Voilà, il n'est même pas forcément nécessaire d'en passer par là. Donc voilà, moi il y a une formule que j'aime bien, pour le coup, un typiquement gnostique, et que le yoga permet de vérifier. Une phrase de Raymond Abellio: le corps est le champ de bataille de la connaissance. Et le yoga est clairement un outil, privilégié entre tous, hein, de vraiment de connaissance de soi en partant du corps, quoi. Mm. Et avec les reculs du coup que tu as, est-ce que tu peux nous dire ce que le yoga t'a apporté? Euh, je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes en fait dans cet apport au fur et à mesure des compréhensions qui sont apparues. Au départ, je dirais que globalement, ça m'a permis vraiment de constater ce lien entre le corps et l'esprit. Mais c'est que de manière aussi très très simple et très pragmatique, j'ai eu basiquement une voie de purification corporelle, vraiment de manière à se sentir respirer, à se sentir sain, en vie, de là même à me débarrasser de certaines addictions. Donc j'ai pris vraiment cette connaissance fine qui me permet de savoir comment me placer, quels gestes faire, enfin alors que ça peut être même basiquement dans les gestes du quotidien, que même sur le tapis, je sais où aller, quelle posture faire pour retrouver mon axe, ma structure, mon énergie. Et ça va jusqu'à savoir de quoi j'ai besoin au niveau alimentaire pour encore faire fructifier cette énergie en moi. Donc je pratique et j'enseigne le yoga comme un outil de recentrage, de connexion corps-esprit, mais comme aussi donc un moyen de libérer les blocages qui vont être physiques et énergétiques. Donc ça m'a aidé globalement à avoir une écoute beaucoup plus fine
et enfin, une perception globale plus fine. C'est Enfin, on a quand même cette image globalement du yoga comme on va être toujours zen et tout va bien. C'est pas du tout ça. C'est plutôt, en tout cas, pour moi, c'est vraiment plus une clarification du mental qu'un apaisement qui s'est fait. Parce que moi, j'ai vraiment envie d'attirer l'attention là-dessus sur le fait que voilà que c'est pas le Graal. Les problèmes continuent à être là. Au contraire, on a vraiment cette connaissance, comme tu as dit, là, de soi qui se présente et avec laquelle on peut agir. Et, euh, et voilà, en fait, ouais, les émotions, j'aime bien parler de ça quand même parce que c'est plus on les laisse vivre, elles sont là vraiment pour pour le pour vivre à l'intérieur de nous, pour qu'on les écoute, parce que c'est justement quand on les écoute pas qu'on va devoir après chercher à les libérer. Donc voilà, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'agir en conscience. C'est vraiment le yoga, c'est cette voie de conscience au quotidien. Et si on fait des postures, des postures, des postures sans cette conscience et sans cette simple écoute parfois du souffle, c'est pas du yoga. Et voilà, c'est de la gymnastique en fait. Et le yoga, ça peut se faire même en marchant, simplement dans la conscience, dans parfois même les simples gestes du quotidien, quoi. Voilà, comment je mets mon corps, comment je respire, comment je suis dans mon axe, tout est yoga, si on veut. Et voilà. Donc pour après revenir un petit peu globalement à comment ça va se passer dans le stage. Le tout premier yoga, ça va être avant même la mise en intention. Je crois on a fait comme ça en tout cas dans le stage de 3 jours. Et ça va être une pratique en silence. Et ça, c'est pareil, c'est pour votre bien, je dirais, pour que ce soit encore mieux intégré. C'est demander vraiment de ne pas parler avant de rentrer dans la salle et vraiment de rester dans ce calme, juste après le réveil, le plus calme possible. Et après, le reste va se dérouler. Donc, il y avoir vraiment des pratiques assez intenses et parfois des pratiques en fin de journée qui vont juste te permettre de régénérer globalement. Donc, se laisser faire par la posture. Parfois, on va faire les postures et parfois, on se laisse faire par la posture aussi. Donc pour revenir après donc, à l'autre pratique qui va être plus psycho-énergétique, est-ce que tu peux nous donner ton témoignage de ce que tu as connu en tant que en individuel? Oui, 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 ma foi, en peu de mots, hein, puisque c'est un protocole qui marche en fait, ça fonctionne. C'est de l'opératif là aussi, hein, et ça va taper fort, direct, là où ça fait mal, quoi, droit au but. Hein, c'est bon. Après, il est vrai que dans mon cas, voilà, c'était une problématique relativement récente et très précise, et justement, hein, là encore, il est vraiment nécessaire de bien avoir précisé au préalable la blessure que l'on veut soigner, parce que l'intention, voilà, initiale, hein, ça c'est clair que l'intention initiale est vraiment décisive. Elle doit être claire, nette et précise, puisque c'est ce qui conditionne la réussite du reste. C'est cela qui permet à l'énergie curative d'aller ensuite agir directement là où il le faut. Et quand je dis énergie curative, je veux dire bon, l'Esprit Saint, ni plus ni moins. Donc voilà, en peu de mots, voilà, ce que je peux en dire, c'est quand même impressionnant. Ça fait de la place directe, ça se constate tout de suite. Il y a un avant et un après. Voilà, ça c'est clair et net. Peux-tu du coup voilà nous en dire un peu plus sur ce protocole et en quoi il consiste? Oui. Donc c'est donc les méthodes PIT, hein, donc l'activation à transcendance de l'énergie primordiale, des techniques de libération émotionnelle. Donc je reviens sur le terme que tu as dit, ça va vite et fort, je crois, enfin, ça tape fort. Euh, Pas forcément quand on est en groupe, on peut pas se permettre d'aller vraiment sur des sujets qui vont être très délicats en fait pour la personne. Vraiment, l'action est là pour le groupe sur une thématique centrale, euh, mais voilà. Il n'y a pas à s'inquiéter, on va pas vraiment aller voir des sujets délicats, ou alors si on le fait, c'est qu'on est sûr de pouvoir aller au bout du sujet. On va pas vous laisser repartir bancal, quelque part. Donc c'est les techniques permettent d'intégrer les dualités internes et de dissoudre toutes les charges énergétiques qui sont liées à ces dualités et qui nous maintiennent dans des schémas récurrents. Et c'est un travail
à la fois d'accueil et de fusion des polarités. Pour citer une polarité à titre d'exemple, on va dire peur et courage, par exemple. Ça amène vraiment une réharmonisation, une intégration des parts qui sont restées en souffrance. Et voilà. Contrairement à certaines approches où il est nécessaire d'aller identifier et analyser l'origine des blessures, ici, on agit directement sur la charge. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller retrouver un souvenir précis. Il peut être là, il n'y a pas de souci, on fait avec, mais on l'accompagne aussi. Et, et voilà, vraiment effectivement, on a des transformations qui peuvent être rapides et profondes. Et les protocoles, voilà, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Certains peuvent se faire qu'en individuel et d'autres peuvent se faire autant en individuel qu'en groupe. Mais dans tous les cas, il y a le rapport au corps qui est là. Si le ressenti dans le corps n'est pas là, c'est juste le mental qui se raconte l'histoire et dans ce cas-là, c'est inefficace. Peux-tu maintenant nous expliquer pourquoi nous avons voulu mettre des massages au programme? Alors oui, les massages. Alors ça, c'est vraiment un moyen pour le coup d'explorer le corps en profondeur, hein, à nouveau, et d'aller y découvrir du coup les messages, voilà, qui sont à décoder, si j'ose dire. Mais cette fois, à la différence du yoga ou à la différence des pratiques de terrain, cela se passe grâce à l'interaction avec l'autre, l'échange, l'interaction avec autrui et de manière tactile en fait, à travers un contact physique direct, le toucher. Cette dimension-là, donc le rapport à l'altérité, et puis à notre espace vital, à l'intimité du corps, sa dimension de tactile, c'est d'une richesse insoupçonnée, hein, parce que c'est là encore un terrain fertile de guérison émotionnelle. Hein. Ça c'est quand même, je pense, assez simple à vérifier pour tout le monde. Et cette fois, on vérifie du coup, j'aime bien une autre maxime typiquement gnostique, la relation humaine est le théâtre des opérations initiatiques. Le rapport à l'autre est un moyen souverain d'approfondir et de guérir, du coup aussi, notre propre rapport à nous-mêmes. Tu es d'accord avec cet aspect thérapeutique du coup des massages? Oui, tout à fait. Que j'en suis la preuve vivante, étant donné que, en fait, je me suis formée au massage, pas parce que je voulais être masseuse, mais parce que j'avais un problème avec la notion de toucher. Donc, enfin, surtout en arrivant dans le sud, où on voit que tout le monde est un peu tactile, et moi, je le faisais toujours 10 pas en arrière. Donc, et là, donc, l'école où j'étais en élève de tai chi, formée au massage, donc j'y suis allée en toute confiance. Je serais pas allée n'importe où. Et là, j'y ai trouvé vraiment ce dont j'avais besoin pour comprendre ma propre problématique. Et donc, ce rapport avec les autres et ce rapport avec moi-même. Donc, j'ai conscientisé vraiment tout ça. J'ai vraiment aussi réalisé en fait que mon toucher était vraiment très développé et qu'il m'a été vraiment agréable de pouvoir exploiter ce sens vraiment avec toute son entièreté et sa subtilité. Et c'est vrai qu'en fait, on touche, dans le massage, on touche avec tout le corps. Donc, on s'entend bien, tout le corps dans sa verticalité, les pieds bien ancrés au sol, une belle direction, donc on est stable dans le bassin et c'est vraiment tout le corps qui va donner le mouvement. Et donc, toujours en étant vraiment connecté avec cet axe terre-ciel et cette main qui va donner le message qui passe par le centre, parce que dans la main, passe le chakra du cœur. Hein. C'est une réalité aussi. Je dirais que les massages psychocorporels, donc c'est pas vraiment seulement un moment de détente, c'est vraiment un vrai dialogue avec le corps et les mémoires. C'est pour ça qu'on va aller toucher l'intime et qu'il y a vraiment ce rapport de confiance qui va se poser. Donc par l'intime, j'entends ce dont on parlait tout à l'heure, l'histoire de la personne et tout ce qui a pu être engrammé, peut-être au sens de blessure. Voilà. Et mais voilà, l'intime peut se contacter aussi avec habillé. Enfin, la personne qui peut être gênée de se faire toucher peut très bien vouloir garder ses vêtements. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tout se fait dans le respect, dans l'écoute profonde et dans le positionnement qui est juste pour avoir un toucher juste. Voilà.
Et c'est vraiment un apprentissage, enfin, c'est un pur moment à s'offrir et à offrir aussi en même temps. Je pense qu'on peut peut-être conclure maintenant sur ces programmes. Est-ce que tu veux tirer un bilan? Oui, alors histoire de effectivement fermer une fenêtre, mais ouvrir la porte. Ce programme, le contenu de ce stage représente quand même la mise en œuvre d'une écologie intégrale, hein, si j'ose dire, une écologie même transcendantale. Éco vient du grec oikos, qui désigne le foyer. C'est à la fois le foyer environnemental, notre milieu naturel, mais aussi notre foyer individuel à l'intérieur. Et logos, c'est l'étude, l'intelligence, la compréhension donc de ce foyer. C'est exactement ce que nous allons faire, hein. Découvrir, explorer, guérir et connaître la nature et notre nature. La nature à l'extérieur de nous, dans les hauts lieux où nous allons pratiquer, et les énergies qui y circulent, en interaction avec la nôtre. Et du coup, la nature à l'intérieur de nous, notre jardin intime et privé, voilà, inviolable et intangible. Notre temple intérieur, en vérité. Nous allons bâtir le temple. Euh, le dernier ministre Qatar, Guillaume Belibas, le disait, le vrai temple de Dieu, c'est le corps et le cœur de l'homme. Et l'écologie, en quelque sorte, j'ai tendance à dire que c'est la dernière idéologie de la modernité. C'est l'idéologie de la sortie des idéologies et une sortie par le haut, par la décision de comprendre la nature, d'arrêter d'exploiter, de salir la nature, d'apprendre à la respecter. L'écologie permet de guérir et de transcender les blocages et les souffrances qui ont engendré les idéologies modernes, matérialisme, rationalisme, capitalisme, toutes ces formes d'aliénation mentale qui nous ont conduits à exploiter et à détruire la nature aussi bien que notre nature. Et l'écologie, du coup, c'est respecter, c'est comprendre, c'est honorer, c'est admirer et rendre grâce à la nature et notre nature. Donc la nature et nous sommes inséparables, nous sommes intrinsèquement liés, même intriqués au sens de l'intrication quantique avec tout l'univers. Il y a une interdépendance vraiment intime jusqu'au niveau atomique entre n'importe quel être humain et l'ensemble des minéraux, des végétaux, des animaux, de la Terre et de l'univers. Et nous sommes donc non seulement consubstantiels, mais coessentiels. Et voilà, moi, il me plaît de dire que cette prise de conscience-là est véritablement épiphanique et potentiellement transcendantale et initiatique. Ça c'est clair. Parfait, merci. Ben, merci à toi. Ben, il nous reste à vous dire à bientôt. Vous donner rendez-vous alors sur Internet, sur nos sites Internet respectifs. Donc Vérité intérieure pour toi. .com, exactement, tout à fait. .com, pardon. Vérité-intérieure.com. On vous mettra l'adresse en description de la Oui. vidéo, évidemment. Et pour ma part, sur éditiondulaurier.fr pour consulter du coup le programme détaillé des stages, jour par jour, pour consulter également les dates, pour consulter enfin le lieu d'hébergement, le gîte dans lequel nous serons basés pour faire cette opération Bugarache. Nous espérons vous voir bientôt. N'attendez pas trop non plus puisque ça commence à se remplir petit à petit, doucement mais sûrement. Donc voilà, nous espérons vous revoir très bientôt à Bugarach pour partir à la découverte du coup voilà du pays Qatar et de la nature et de notre nature en synergie et ma foi pour l'amour de la vie. Voilà. Voilà, on reste dispo si vous avez des questions, bien entendu. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.